ont été relevés occasionnant des chutes d'arbres, parfois sur des véhicules, des voitures arrachées ou encore des chutes de câbles. Les secours ont été 600 appels au cours de la journée jusqu'à 18 h, provenant notamment des secteurs du Vexin, de l'Uzarche ou de Vierne, particulièrement concernés. Les dégâts ont uniquement se confirment matériels et aucun blessé n'a été recensé. 200 foyers ont également été privés d'électricité ce dimanche après-midi. Le Val d'Oise mauvais élève pour le don du sang, selon les chiffres de l'établissement français du sang. Un peu moins de 16 000 personnes ont fait des dons en 2018 sur 789 000 Valdoisiens qui entrent dans les critères de don. Ça correspond à un taux de générosité de seulement 2%, ce qui place le département à l'avant-dernier rang de la région, devant la Seine-Saint-Denis et loin derrière les Yvelines qui sont en tête. Actuellement, l'établissement français du sang est proche de la pénurie avec un stock de 7 jours contre 12 pour un fonctionnement normal. Il a lancé un appel aux dons urgents la semaine dernière. Un programme de réhabilitation des berges de sur Seine. La ville va lancer des travaux de réaménagement prochainement sur les 3 km traversés par la Seine. Les travaux se dérouleront en 2 phases et la première concernera la partie entre la rue du Val et le chemin de Halage doit débuter avant l'été. Un réaménagement paysager sera effectué avec une voie piéton-vélo et de nouveaux bancs et des espaces de détente et des places de stationnement supplémentaires. La seconde phase de travaux qui ne débutera pas avant 2020 sera la plus complexe à mener, concernera la partie entre la rue du Val et la limite avec la Flèche sur Seine. L'ancien sanatorium d'Incourt vient de réaménager en logement de luxe. Les travaux sont sur le point de commencer. Le grand lac de terrain a débuté. Ce projet prévoit de réaliser sur le site de l'hôpital 124 logements. Samedi, le maire du village, Emmanuel Coignon, est venu participer à l'Assemblée générale de l'association Mémoire d'Incourt. Avec le dernier calendrier du promoteur, il a expliqué que quelques problèmes bloquent encore le projet. Il faut notamment modifier le plan local d'urbanisme de la commune pour l'adapter au projet. Il devrait être modifié plus tard après les élections municipales de 2020. Et enfin, une cagnotte pour aider le jeune Kylian à se faire opérer volé dans un commerce de Gonesse. Le gérant du magasin a publié la vidéosurveillance montrant ce vol sur Facebook. Elle a été partagée plus de 50 000 fois et a relancé l'élan de solidarité pour le garçon de 6 ans, grand prématuré et atteint de tétraparésie spastique. Il doit se faire opérer en Allemagne, il a besoin de 50 000 € pour tout financer. Une cagnotte en ligne a été lancée par ses parents. Et si vous souhaitez faire un don, ça se passe sur le site litchi.com et plus de 22 000 € ont déjà été récoltés. Merci Alexis Duvauchel, et à tout à l'heure midi 15 pour un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous. Merci d'avoir été avec nous depuis 7 heures, c'est la rentrée aussi du bar de l'économie avec Florence Sueur. Elle arrive d'ici quelques minutes. Très bonne émission Florence, et à demain matin à 7 h pour une nouvelle matinale. C'est le bar du bébé chaud. C'est ça. Nous on fait le bébé de show. Moi j'ai pas dit ça. Non. C'est bien le jeu avec la personne en direct. Mais qu'est-ce que vous transportez? Ça a l'air super lourd. Mais c'est mes papiers et puis quelques disques que je descends de mon Ça va, bureau et Alexis? que je remets dans mon sac à dos pour les Tu rendre. vas bien? Je crois que vous venez de chez vous avec tout ça. Non, non. C'est super lourd. Il n'a même pas mis les micros. Bonne émission. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour 90 minutes d'information avec Philippe à la technique. Et oui, de l'économie, du partage d'expériences, des échanges. On apprend toujours quelque chose au bar de l'économie grâce à nos invités quotidiens que j'accueille tout de suite. Gilles Lecam, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du village de Neuville-sur-Oise depuis 2014. Vous êtes aussi le vice-président recherche, innovation et numérique à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Vous êtes un retraité de la SNCF et vous gérez une commune, un village de 2000 habitants. On parlera donc avec vous de la gestion d'une petite commune, donc d'un village. On parlera aussi maintien à domicile, mobilité du transport au quotidien. On parlera de la voiture communicante et puis des activités culturelles qui vont se passer bien sûr à Neuville-sur-Oise. À vos côtés, eh bien, notre start-up du jour, Philippe Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur de la société Affûteur de l'âme. L'-A-M-E, mais en fait vous êtes un artisan. Avant on disait d'ailleurs un affûteur rémouleur. Et ça fait 2 ans que vous avez monté votre start-up car vous avez décidé de changer d'univers professionnel. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Et vous nous expliquerez aussi qu'est-ce que c'est que le métier maintenant d'affûteur, comment on travaille, à qui ça s'adresse. À nos côtés va arriver Nathalie Grevenitz, qui est la fondatrice et la directrice générale de Victoria France, société qu'elle a créée en 2009, qui est maintenant le leader de la vente directe de bijoux fantaisie haut de gamme, une très belle success story, puisque son chiffre d'affaires est passé de 3,6 millions d'euros en 2011 à 66 millions d'euros
en 2018. Nous en profiterons pour parler de l'entrepreneuriat au féminin, d'autant que le 8 mars, c'était la journée de la femme, des femmes en fait. Et puis elle est aussi présidente de la Fédération nationale de la vente directe. Alors elle aussi a changé de métier, elle était juriste de formation et puis tout d'un coup, en 2009, elle a décidé de devenir entrepreneuse, si on peut dire, si on peut parler comme ça. Donc on parlera aussi de gestion bien sûr d'entreprise pour arriver à un tel chiffre d'affaires. Mais tout d'abord, comme d'habitude, c'est les infos du jour. Eh bien, la première, c'est Emmanuel Macron qui a choisi le 11 mars pour instaurer une journée d'hommage aux victimes du terrorisme. C'est donc aujourd'hui. Cette date fait référence à l'attentat commis le 11 mars 2004 dans la gare madrilène d'Atocha qui avait fait 191 morts. La Commission européenne commémore déjà cette date avec les victimes des actes terroristes depuis 2005. La première cérémonie sera organisée en concertation étroite avec les associations de victimes et d'aide aux victimes. Et plusieurs associations s'étaient déjà d'ailleurs exprimées en faveur d'une autre date. L'association des victimes du terrorisme organisait jusque-là un hommage chaque année le 19 septembre, mais on a aussi le 19 mars qui est le cessez qui fête la fin de la guerre d'Algérie. N'est-ce pas, Monsieur Le Cam? Oui, tout à fait. Cette proximité de date peut peut-être être compliquée, une mauvaise lecture, mais il est certain qu'avoir une journée spécifique à chaque sujet pour les victimes d'attentats et puis également se souvenir de la guerre d'Algérie et de la paix qui est arrivée, il faut bien sûr le faire. Merci beaucoup. Autre info, la région Île-de-France signe avec Next City Non-Profit pour la création de 1800 places pour des personnes en situation de grande exclusion. C'est une convention d'engagement qui porte sur la réalisation de 30 nouvelles pensions de famille d'ici fin 2022, destinées à l'accueil des personnes donc en situation de grande exclusion, afin de leur permettre de se réadapter à la vie sociale. Ces pensions de famille offriront un logement durable sans limitation de durée. Elles allieront des appartements privatifs et des espaces collectifs avec un hôte qui assurera une présence quasi quotidienne auprès des résidents. Ces résidences sociales seront intégrées à des opérations immobilières plus classiques pour favoriser une bonne intégration dans les tissus urbains. La région apportera des subventions majorées aux opérateurs HLM et aux acteurs de la maîtrise d'ouvrage d'insertion. Et Next City Non-Profit s'engage pour sa part à conduire ces opérations sans marge ni profit. La gestion de ces pensions de famille pourra être confiée à des associations spécialisées telles qu'Habitat et Humanisme, Aurore ou encore Emmaüs Solidarité. Est-ce que ça vous parle, ça, Monsieur Le Cam? Est-ce que dans votre petite commune, on gère ce type de sujet? On le gère, je dirais, à notre niveau, si vous voulez, dans un village de 2000 habitants. On n'a pas de grandes ambitions, mais cette année, pour la première fois, nous allons, à l'intermédiaire de notre CCRS, avoir une approche toute particulière pour la solidarité, en particulier avec une épicerie solidaire qui se trouve à Jouy-Moutier. Et donc, on peut aller s'approvisionner à Jouy-Moutier. On peut, je dirais, faire la démarche auprès de la commune et ensuite, en fonction du reste à vivre des personnes, on leur donne la possibilité d'aller chercher des paniers pendant 8 ou 12 semaines pour aider, soit d'une manière temporaire ou qui serait peut-être plus permanente. Et donc, ça veut dire que les habitants de Neuville-sur-Oise viennent vous rencontrer, rencontrent vos services pour pouvoir en bénéficier, c'est bien ça? Tout à fait. C'est-à-dire que nous avons sur le territoire un foyer de jeunes travailleurs et des étudiants qui, on s'est aperçu, nécessitent des aides plus spécifiques que les habitants traditionnels de Neuville. Donc, il est de notre attention de pouvoir répondre à cet élan de solidarité, puis on ne peut pas l'ignorer au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup Gilles Le Cam, je rappelle que vous êtes maire de Neuville-sur-Oise. Autre info du jour, c'est les chefs d'entreprise du Val d'Oise qui s'expriment dans le cadre du grand débat. Ça a été organisé le 5 mars dernier par la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, en partenariat d'ailleurs avec la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val d'Oise, le MEVO, le mouvement des entreprises, la Confédération des PME et la Fédération française du bâtiment. Et cet événement a permis aux participants, plus d'une centaine, de faire entendre leur voix. 2 heures de débat ont permis de dégager de nombreuses propositions. Je vais vous en citer quelques-unes ce matin. Mais l'exigence, malgré tout, commune des chefs d'entreprise, donc, c'est plus de visibilité sur la stratégie et les actions de l'État avec des plans pluriannuels
et d'une exemplarité de l'État. Alors les chefs d'entreprise, eh bien voici les propositions clés qu'ils font dans les 4 thèmes. Le premier, c'est la transition écologique. Alors les chefs d'entreprise du Val d'Oise proposent de renforcer l'autosuffisance énergétique de chacun, de développer des carburants propres pour la circulation routière et maritime, de favoriser l'investissement pour l'émergence de nouvelles solutions énergétiques et le recyclage, et puis aussi de rénover les bâtiments et d'encourager la consommation locale et le travail entre entreprises locales. Est-ce que vous voulez commenter, Monsieur Lecam? D'une manière globale, je pense que quand on est élu même d'un petit village, on a un souci permanent pour voir se développer l'activité économique et voir la création d'entreprises ou l'arrivée d'entreprises sur son territoire. Ce souci permanent, nous à Neuville, on le mène depuis 2014. Nous allons avoir un projet qui est tout simple, c'est 2000 habitants, 2000 emplois. C'est un problème majeur, d'ailleurs ça ressort dans les débats. L'emploi et l'éducation notamment, ce sont 2 sujets phares. Autre thème donc, du grand débat, c'était la fiscalité et les dépenses publiques. Les chefs d'entreprise du Val d'Oise demandent une stabilité des règles sociales et fiscales. Ils proposent la mise en œuvre quasi obligatoire de préconisations de la Cour des comptes, c'est-à-dire qu'on suive ce que propose la Cour des comptes. Il propose la simplification de la sortie des entreprises du dispositif d'inscription de privilèges par les organismes sociaux. Ouais, c'est un extrait, bien sûr, des mesures qu'il propose. Est-ce que ça vous amène un commentaire? Non, je pense que là, il ne faut pas mélanger la responsabilité d'une collectivité territoriale et des entreprises. Nous sommes un allié à ce développement économique. Autre thème donc du débat, du grand débat qui s'est donc achevé, c'est la démocratie et la citoyenneté. Alors là, les chefs d'entreprise du Val d'Oise proposent eh bien, la question du vote, qui a suscité beaucoup de propositions comme le vote obligatoire, qu'il faut penser peut-être au référendum électronique. Ils souhaiteraient qu'au niveau de la démocratie, on applique les condamnations, qu'on empêche que la politique devienne une profession, autoriser le cumul du mandat mais avec des seuils et des limites, et puis que l'on compare avec d'autres pays comme le régime islandais ou celui de l'Estonie. Et enfin, il souligne l'importance de la formation ou de renforcer l'instruction civique et les synergies entreprise-école. Ça me paraît peut-être important. C'est évident, évidemment, et je reviens en particulier sur l'instruction civique. Et il est utile, même dans les classes maternelles voire élémentaires, d'avoir ces messages d'une manière journalière, au minimum hebdomadaire, pour sensibiliser les enfants au respect de nos valeurs, au respect des adultes, au respect de tout, de soi-même. C'est un rôle donc, que l'école doit reprendre en main. Alors que l'école doit avoir en main, bien sûr, mais que les parents aussi sont l'allié des enseignants. Merci, monsieur Lecam. Je rappelle que vous êtes maire de Neuville-sur-Oise. Dernier sujet du débat, c'était l'organisation de l'État et les services publics. Alors là, les chefs d'entreprise du Val d'Oise proposent plus de visibilité sur la stratégie et les actions de l'État avec des plans pluriannuels, plus d'exemplarité de l'État. Ils proposent un audit et des process, et puis sur les process aussi, sur les moyens publics pour économiser sans diminuer forcément le service, car ils disent qu'il y a une grosse différence de productivité entre le public et le privé, et donc le public pourra mieux s'organiser. Il propose aussi une harmonisation des périmètres entre les différents acteurs, la dématérialisation des services, les mettre à la portée de tous, et le suivi des résultats autour de la prise en compte systématique des PME pour les marchés publics, par exemple. Est-ce que ça vous parle? Alors, la productivité, je regarde notre petit village, nous avons 15 employés communaux et nous sommes 19 élus, pour vous donner la dimension. Il est certain que moi j'ai des équipes de fonctionnaires qui sont très performantes et croyez-moi, ils sont là de 8 h du matin et pour certains, je les retrouve dans les bureaux de la mairie jusqu'à 20 h. Alors je pense que c'est pas tant au niveau des communes qu'ils estiment qu'il y a un audit et des process à s'organiser, mais plus dans les ministères et dans les autres fonctions administratives, parce que je pense qu'ils veulent parler du millefeuille également territorial. Et là, on a peut-être des choses à faire quand même, non? Oui, mais même au niveau de collectivités, même locales, je vois ce que l'on a fait sur Cergy-Pontoise, à la communauté d'agglomération. Nous avons déjà mis des services communs de mutualiser des ressources et des moyens,
Et je vois, là, nous avons une expérience que l'on a fait au niveau des systèmes d'information. Nous avons démarré il y a 3 ans une mutualisation de 3 communes et on élargit maintenant le club des collectivités avec l'arrivée de 2 autres communes. Et encore une fois, une petite commune n'a pas les moyens d'avoir son service informatique. Il est évident qu'il faut s'appuyer sur des collectivités plus importantes. Et je pense que même si c'est compliqué, je l'entends bien, sur les réserves que certains élus émettent sur la notion de police municipale, je crois que petite commune, quand on a l'ambition de mettre des systèmes de vidéoprotection qui permettraient de rassurer un certain nombre d'administrés, nous n'avons pas les moyens, une petite collectivité, d'avoir un système de surveillance spécifique à la commune et d'avoir ces moyens mutualisés rendrait un grand nombre de services à la population. Merci beaucoup Gilles Lucas, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez bien de ce sujet entre autres. Autre info du jour, c'est le lavoir moderne qui était venu à ce micro il y a 1 an. Il lève 5 millions d'euros et s'apprête à lever 20 millions supplémentaires d'ici fin 2019. C'est la start-up que Pierre-Henri Canon nous avait présentée l'an passé et qui propose, souvenez-vous, un service écologique d'entretien de la totalité du linge de maison avec une livraison à domicile dans tout Paris et sa petite couronne. Ils sont installés, leur usine est installée en Val d'Oise et tout ceci peut se faire en un simple clic via une application mobile gratuite. Le service est disponible de 10h du matin à 22h tous les jours. Ils ont donc bouclé leur levée de fonds de 5 millions d'euros pour cette usine installée en Val d'Oise et s'apprête à lever 20 millions, donc comme je le disais tout à l'heure, d'ici la fin de l'année. Pour terminer les infos du jour, eh bien, un petit rendez-vous. Je vous propose un atelier conférence parents-enfants, Internet en toute sécurité, parlons-en en famille. C'est ce que propose la commune de Villiers-le-Bel ce mercredi 13 mars, donc après-demain à 18h30, à la maison Jacques Brel, 44 avenue Pierre Sémard. Ce rendez-vous répond à un triple constat. Les parents sont souvent démunis face à l'utilisation grandissante d'Internet par leurs enfants et souvent ils ignorent les risques que leurs enfants peuvent rencontrer. Donc comment protéger les enfants tout en respectant leur vie privée? Eh bien vous pourrez parler de ça à cet atelier. On a noté que le temps passé sur les écrans poursuit sa progression. En 2018, 24% des 7-12 ans ont un smartphone et plébiscitent les applications de jeux. Quant aux 13-19 ans, ils sont 84% à posséder un smartphone et diversifient forcément les usages, réseaux sociaux, messagerie, musique, vidéo. Cet atelier conférence sera animé par Eric Andrade. Il est consultant et formateur en éducation numérique depuis 2010. Il y aura aussi Catherine Fourcroy, qui est policière municipale et qui viendra interpeller les parents et les enfants et rappeler le droit et la loi, ce qui est permis, ce qui est interdit, sur les règles de prudence à adopter. Ça, je ne peux que vous inviter à aller à cette conférence mercredi, je rappelle, 13 mars, 18h30, à la maison Jacques Brel, à Villiers-le-Bel, et le maire, bien sûr, de la ville sera présent. Voilà, c'était les infos du jour. Tout de suite, une petite pause musicale et on revient dans quelques secondes avec nos invités du jour. Eh bien, merci d'être avec nous. Désolée, Ça arrive. j'ai raté mon Uber n'est jamais arrivé. Mince. Et donc j'ai pris le train suivant, mais donc du coup, heureusement que j'ai eu un taxi moto parce que je crois que je serais toujours pas là. Vous avez fait J'arrive un de taxi Bruxelles. moto. Vous arrivez de Bruxelles, là, Oui, oui. ce matin? Oui. Vous avez pas fait tout le trajet en... Vous avez fait en Non, train non, quand non, même. j'ai fait en train et puis là. Moi, je me suis dit que vous dormiez dans le coin quelque Non, part. non, Ah bah merci d'être avec nous. non, non, mais écoutez. Alors, c'est votre très entreprise. normal. Oui, j'ai déjà présenté l'entreprise tout à l'heure. Donc, je D'accord. vous ai présenté. Donc, j'ai dit que vous étiez leader de la vente de bijoux fantaisie haut de gamme. Une belle succès story puisque votre chiffre d'affaires est passé de 3,6 millions d'euros en 2011 à 66 millions d'euros en 2018. Ouais. Voilà. Ce que j'ai dit, nous en profitons pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. D'autant que le 8 mars, c'était la journée de la femme. Oui. Et puis, vous êtes aussi président de la Fédération nationale de la vente directe. Française de la vente directe. Voilà. FVD, ouais. Donc, vous habitez Bruxelles, mais vous êtes basé... Oui, en fait, on est basé à Roubaix
C'est bien ce que je me disais. Oui, c'est ça. Mais, Jeudi, du coup. en fait, au départ, la société est une société belge. La maison mère est en Oui, Belgique. ça vous allez me le raconter, j'ai tout vu, mais c'est pas à moi. Ça va être à vous. Dans 2 semaines. Mais d'abord, on va passer la parole à Gilles Lecam, donc, qui est maire du village de Neuville-sur-Oise. C'est parti. Non. C'était là, sinon. Je partirai plus tard. Donc là, c'est Giant. C'est Rad and Goldman. Je pars combien de temps 2 semaines. Je te vois pas pendant combien de jours? 2 semaines. Donc, on reprend avec toi et les infos sportives. Yes, madame. Et après, je vous passe la parole. Il y a plein de choses à dire. Putain, s'il faut. C'est la cata, c'est la cata. C'est la cata aujourd'hui, dis donc. Tu n'arrives pas avec des bonnes nouvelles, hein? Non. Allez, on reprend? Ouais. Mais c'est parti. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles Lecam, maire du village de Neuville-sur-Oise, de Nathalie Gravenitz, fondatrice et directrice générale de Victoria France, et de Philippe Petit, créateur de la société Affûteur de l'âme. Mais tout de suite, comme tous les lundis, eh bien, c'est le rendez-vous sportif, le débrief par Bruno Vigoureux. Bon, bah, Bruno, aujourd'hui, c'est pas la joie. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Vous savez comment ça s'appelle une semaine comme celle qui vient de se terminer? Bah non. Eh bien, je vais vous le dire, une semaine pourrie. Je parle de sport, naturellement. Mercredi dernier, j'étais inquiet ou faussement inquiet. Je cherchais à me faire peur, mais au fond de moi, j'avais du mal à y croire. Non, c'était pas possible. Le Paris Saint-Germain, vainqueur à Manchester 2-0, pouvait pas gâcher la fête et devait enfin forcer la porte pour aller en quart de finale de la Ligue des Champions. Je vous raconte la suite, Florence, ou c'est pas la peine? Bah si, on veut bien. Enfin, on est quand La même suite, étonnés. vous la connaissez avec cette incroyable défaite 3-1 qui a brisé tous les cœurs des supporters parisiens. Il y a 2 ans déjà, le Paris SG, vainqueur 4-0 du Barça, avait sombré à Barcelone 6-1 et c'était une ahurissante remontada. On croyait avoir tout vu, mais non. Mercredi, le PSG a fait encore plus fort, si j'ose dire, en offrant un comebackada aux Anglais. Ainsi, le PSG est devenu la seule équipe au monde à être éliminée quand elle a 100% de chance de se qualifier. C'est pas beau ça? Ah bah c'est très beau, oui. Pour un supporter du PSG que je suis depuis de nombreuses années, c'était un vrai cauchemar. Une fois de plus, l'équipe parisienne était la risée de toute l'Europe du football. Bravo messieurs. J'ai à peine eu le temps de me remettre la tête à l'endroit et hier, j'ai regardé le match du tournoi Destination entre l'Irlande et la France. Enfin, quand je dis match, c'est un grand mot. C'était en fait une véritable démonstration de l'Irlande qui a mis la France à la torture. En première période, c'est tout juste si les Bleus ont pu sortir de leurs 22 mètres. Totalement étouffés, ils n'ont fait que subir. Et à la mi-temps, le match était déjà perdu avec un 19-0 implacable. Petite consolation, la France aura gagné la deuxième période, mais c'est quand même incliné 26-14. Samedi prochain, l'équipe de France bouclera ce tournoi en Italie pour tenter de sauver ce qui peut l'être, car c'est bien connu, toutes les déroutes mènent à Rome. Je pensais bien trouver un peu de réconfort avec les championnats du monde de biathlon qui se disputent actuellement en Suède. Le biathlon, chez les Français, c'est du solide, une valeur sûre. Eh bien, vous savez quoi? Là encore, les Français n'ont pas brillé. Enfin, il y a quand même eu une médaille de bronze avec Quentin Fillon-Maillet hier dans la poursuite. Martin Fourcade, champion du monde en titre, a terminé à la 5e place. Franchement, des semaines comme ça. Mais il faut bien passer à autre chose ou tenter de le faire. Le PSG va reprendre dès demain la route du championnat avec un match en retard à Dijon. Dans quel état seront les Parisiens? Mystère. En tout cas, ils doivent réagir car dès dimanche, c'est l'OM qui va venir au Parc des Princes. Et là, une nouvelle défaite face au grand ennemi national passerait très mal, même si Paris est quasiment assuré du titre de champion de France. Les supporters n'aimeraient pas du tout. Mais vous savez quoi, Florence? Imaginez que la France perde en Italie au rugby et que le Paris s'incline contre Marseille. Ce serait une autre semaine terrible. Mais ouf, je ne serai pas là pour en parler car je serai en vacances pour une belle semaine à la montagne. Au revoir et à très vite. Merci beaucoup Bruno, profitez bien de votre semaine de vacances qui s'annonce. On vous retrouve donc dans 15 jours. Tout de suite, on va passer la parole à Gilles Lecam. Donc, vous êtes maire du village de Neuville-sur-Oise. Neuville-sur-Oise fait partie de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. D'origine médiévale, elle est face à Jouy-le-Moutier et à Vauréal.
Cergy, Conflans, Sainte-Honorine et Éragny et Moricourt l'entourent. Au nord, vous formez avec Cergy la base de plein et de loisirs des étangs de Cergy-Neuville, étangs de Cayenne, des Galets, les Hautes-Bornes, du Petit-Bois ainsi que du mont Volvic. Voilà, à l'est se trouve le site de Neuville de l'université de Cergy-Pontoise, abordé par la voie rapide RD 203, qui relie donc Neuville à Conflans-Sainte-Honorine et à Saint-Germain-en-Laye, ainsi que la gare de Neuville, université du RER A. On peut dire qu'à Neuville, vous avez aussi Val d'Oise Technopole, alors peut-être qu'on peut en parler. Alors bien sûr, Val d'Oise Technopole, ça doit dater au moins 25 ans. Il y a dans cette pépinière d'entreprise une quarantaine de sociétés qui sont là en incubation, qui sont là en consolidation de leurs projets d'entreprise. Même si demain ils vont partir à la turbine, donc sur Cergy-le-Port, cela a marqué énormément le territoire. Christophe Poupard, le directeur de Technopole, avec qui on a de très bonnes relations, nous sommes très attentifs à voir se développer ce cursus avec les étudiants qui viennent de Cergy-Pontoise et ensuite qui partent, quand ils le souhaitent, créer leur entreprise à la Technopole. Nous avons, nous aussi, un accueil particulier pour voir rester sur le territoire de Cergy-Pontoise et évidemment sur Neuville, ça serait bien plus simple. Ces entreprises-là, pour preuve, on a une petite entreprise qui a débuté l'année dernière, qui avait un concept très original, qui était le recyclage de déchets biodégradables, qui est l'entreprise qui a fait pour un démonstrateur ce qu'on appelle le cocotarium. Un cocotarium, et donc c'est un poulailler urbain, ou maintenant je dis plus facilement une maison de retraite pour poules pondeuses, pas en fin de vie mais en fin de ponte. Donc là également, cela a permis de démontrer la façon dont on peut traiter les déchets organiques d'une manière très simple, de les apporter au pied de ce cocotarium, pouvoir parler pourquoi pas aux poules qu'on appelle les monies. Et là, ça fait toute la chaîne démarre du lien social, un œil sur le traitement des déchets, et puis également d'avoir la possibilité d'utiliser des personnes en réinsertion sur des activités pour le nettoyage et le traitement des déchets des poules qu'elles font. Donc là, la pépinière d'entreprise nous apporte des solutions de création d'entreprise. J'ose pas le dire, mais je ne sais pas si c'est encore top secret. J'ai vu dans les locaux un véhicule amphibie qui permettait de faire du tourisme fluvial, peut-être pas à l'île de loisirs, mais au moins c'était la plateforme d'essai pour ce véhicule-là, mais pourquoi pas en Sologne, pourquoi pas sur la Loire, d'avoir ce type de tourisme non plus fluvial, mais tourisme tout-terrain. Tu pourrais emprunter aussi bien des sentiers et puis traverser la Loire au bon moment. Absolument, donc c'est toujours, toujours intéressant toutes ces startups, c'est pour ça qu'au bar de l'économie on en fait venir une par jour, enfin on essaye d'en faire venir une par émission. Alors avec vous, on va peut-être commencer par parler de la gestion d'un village, car 2000 habitants, c'est le nombre d'habitants, les Neuvillois on dit. Oui. Neuvillois, donc vous êtes 19 élus, 15 employés, comment on fait pour gérer une commune, parce que vous parliez tout à l'heure, pourquoi pas de la demande de certains élus ou citoyens de mettre des caméras et vous dites c'est pas possible, il faut que ce soit en communauté. Comment fait-on donc? Alors, on le fait d'une manière très simple et pragmatique à Neuville, c'est-à-dire que ce type de réflexion, ce type de sujet, d'objectif, d'abord on le fait partager avec les Neuvillois. C'est-à-dire que nous faisons tous les trimestres ce qu'on appelle un petit déjeuner avec les administrés de Neuville sur un sujet. Là, le dernier sujet, c'était sur ce que l'on appelle la sécurité voisin solidaire. Au mois d'octobre, c'était sur la vidéoprotection et la vidéosurveillance, ces sujets-là. Donc, on fait partager la réflexion que l'on amène, nous, aboutie avec l'équipe d'élus, et ensuite, on la fait partager au niveau des administrés, et ils comprennent les marges de manœuvre que l'on a, qui sont des marges de manœuvre budgétaires, qui sont des marges de manœuvre juridiques. Pour preuve, on avait voulu mutualiser la police municipale avec
la ville de Morcourt qui pouvait, comme on se ressemblait, mais comme on ne dépendait pas du même préfet, puisque la commune de Morcourt était sur les Yvelines, vous voyez les difficultés ensuite pour avoir des droits de verbalisation. Donc ces démarches-là, on le fait au fil de l'eau, toujours avec les Neuvillois. Et je pense que c'est une façon de consulter, de décider. Mais est-ce que ça n'est pas possible de mettre en place quelque chose avec une commune qui est dans un autre département? C'est ça que vous voulez nous dire? Alors, Ou est-ce qu'il faut passer par des dérogations? Comment on fait? Il y a forcément une dérogation, puisque la police municipale d'une commune d'à côté, il faut qu'on lui cède le droit de verbaliser sur le territoire propre. Donc ça, c'est un sujet très compliqué. C'est-à-dire que la police municipale est sur son territoire. Donc il faut créer une police intercommunale, et là, il faut qu'il y ait des conventions. Et le droit de police du maire, c'est quelque chose de très sensible. C'est un sujet très privilégié de l'autorité du maire, qui est de confier un bout de cette responsabilité à une autre collectivité, donc c'est un sujet très, très compliqué. Et bien souvent, on s'arrête dans les discussions, puisque ce sont des précarés de chaque élu maire, donc il faut qu'on avance sur ce sujet-là. Donc chacun n'est pas prêt à abandonner ce précaré, c'est ça que vous voulez dire? Je ne le sens pas assez abouti dans son raisonnement, bien sûr, bien sûr. D'accord, donc c'est pas facile de basculer d'un territoire à l'autre. Donc on se rapproche de la communauté de communes dans ces cas-là, j'imagine. Alors, la solution serait la communauté de communes, mais qui oriente la communauté de communes, au moins les 13 maires de Cergy-Pontoise. Donc on retrouverait la même subtilité, mais je pense que la communauté d'agglomération doit être partie prenante, doit être l'aiguillon à orienter tout cela pour faciliter la mise en place de moyens techniques qui seraient communs à toutes les communes. Parce qu'à chaque fois, il y a un coût d'investissement non négligeable et ensuite il y aurait un coût de fonctionnement. Et après, la communauté d'agglomération doit trouver une solution pour fédérer toutes les collectivités sur la clé de répartition de qui paye et comment est réparti les coûts en fonction du nombre d'habitants, en fonction du nombre de caméras. Donc là, il y a encore des savantes discussions à faire pour aboutir à une solution qui, je dirais, répondrait à toutes les collectivités. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez mis en place, puisque c'est votre premier mandat, hein, je le rappelle, vous avez mis en place depuis que vous êtes là des petits déjeuners réguliers avec les habitants, tous les trimestres. Tous les trimestres. C'est bien ça? Tout à fait. Nous avons l'habitude de faire cela le samedi matin, et en moyenne, sur un village de 2000 habitants, on tourne autour de 50-70 personnes au petit déjeuner. Et croyez-moi, quand j'arrête la réunion, eh bien on cause encore au moins 20 minutes après, puisque tout le monde échange, tout le monde participe. Et vraiment, à Neuville, nous avons une exception, enfin je la vois comme cela, où il y a une forte participation des Neuvillois. Nous avons fait la révision de notre plan local d'urbanisme, et la première réunion que nous avons faite, il y avait plus de 120 personnes. Donc c'est un signe fort. La deuxième réunion, il n'y en avait plus que 80, puisque certainement on avait déjà bien rassuré les Neuvillois sur la façon dont on allait développer Neuville et surtout dont on allait le préserver dans son environnement naturel. Alors un sujet de préservation justement, c'est le maintien à domicile. Quelles solutions peuvent être exploitées grâce au numérique? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est un sujet qui m'est très cher, hein, puisque on voit bien qu'on sera tous amenés à se poser la question nous-mêmes pour assurer nos jours anciens. Donc, si nos vieux jours, vous voulez dire. Vieux jours. Si l'on peut rester à son domicile le plus longtemps possible, c'est important. Donc il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir des moyens numériques qui vont permettre deux choses. D'aider la personne qui reste à son domicile, donc par des systèmes qui permettent d'apporter des services, on parle de robots, pourquoi pas, mais au moins d'avoir d'anticipation sur des façons dont se déplace la personne, sur les habitudes,
dont on puisse anticiper et prévenir d'une chute. Ça, c'est important. Et puis, il y a le deuxième axe, c'est de sécuriser la famille. On a un sujet, c'est quand on confie une personne âgée à un établissement, on culpabilise. Donc il faut absolument que l'on puisse garder cette personne chez elle et d'être capable d'être rassurés, nous les enfants, voire les petits-enfants, pour que cette personne puisse vivre le mieux à son domicile. Donc les moyens numériques le permettent. Nous avons fait une première réflexion avec l'Université de Cergy-Pontoise qui permettait d'avoir des radars à l'intérieur de domicile qui évidemment ne voyaient que des formes géométriques ou des ondes de mouvement sans du tout atteindre la vie privée de ces personnes-là, pour que l'on puisse avoir une signature de ses habitudes, de ses mouvements, reconnaître si elle se levait le matin normalement, reconnaître si elle levait de sa chaise d'une manière inhabituelle et donc prévenir cela. Donc on a eu une réflexion à ce niveau-là avec les chercheurs de Cergy-Pontoise. On avait monté des dossiers pour pouvoir avoir des fonds de participation pour faire un prototype. On n'a pas été retenu, mais ça c'est comme ça la vie. Les coûts sont importants. Les coûts sont un peu différents des solutions comme des objets connectés, comme des pantoufles connectées, mais la personne âgée, quand on connaît bien les personnes âgées, elle ne met pas forcément ses pantoufles pour se déplacer. Il faut qu'on la regarde d'une manière globale, et les radars, un système de Blair qui permettrait même de traverser les cloisons, permettrait de trouver une anomalie de comportement de ces personnes-là. Donc c'est possible hein, grâce au numérique. Hein. Oui, c'est une question de temps. Voilà. Au tout début, le numérique va nous ouvrir toutes ces réflexions très facilement. C'est vrai qu'à l'heure où on parle des EHPAD et où on connaît tous les problèmes qu'il y a dans les maisons de retraite, on se dit, est-ce que nous-mêmes, qui sommes plus jeunes, est-ce qu'à 85 ou 90 ans, on aurait envie d'aller dans ce type de résidence? C'est pas sûr. Alors, c'est une vraie question. On n'y va pas en courant. Nous, à Neuville, on a un EHPAD qui est un très très bel établissement, qui est d'une qualité d'aménagement, mais ça, c'est parce qu'on ne souhaite pas y aller. Le jour où on voudra y aller, on ne regardera pas la qualité de l'aménagement, c'est qu'on quittera son domicile, et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur, c'est vrai. Alors, autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'est le problème d'ailleurs de toute Val d'Oise, c'est la mobilité de transport au quotidien. Gros sujet pour le Val d'Oise, le transport est saturé, et puis donc on a du mal à se déplacer de manière transversale. Il n'y a pas de moyens. Donc, comment faire pour travailler à distance? Qu'en pensez-vous? Alors, évidemment, retraité de la SNCF, j'ai toujours été très sensible aux déplacements, domicile-travail, domicile-études, ça sans aucun doute. Et on voit bien, même si les efforts importants que fait Île-de-France Mobilité ou les partenaires SNCF et RATP, ça devient, je dirais, saturé. Donc, il faut qu'on raisonne différemment. C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse permettre, quand le métier le permet, quand les dossiers peuvent être dématérialisés et travailler à distance, d'éviter de faire un trajet tous les jours de son domicile à son lieu de travail. Donc, ce que j'imagine sur ma petite échelle à Neuville, c'est qu'on ait à proximité de ces gares de RER des tiers-lieux, qu'on puisse avoir des services interentreprises, avoir des services de garde de petite enfance interentreprises à proximité pour que les personnes puissent venir sur des plateaux où ils vont retrouver des ressources numériques communes et éviter au moins 3 heures de transport par jour. On sera gagnant-gagnant, l'entreprise sera gagnante, les employés seront gagnants. Si vous voulez, quand on fait un bilan d'une personne qui va, par exemple, sur Paris tous les jours, elle passe en moyenne, quand tout marche bien, au moins 15 heures par semaine de transport. Si on peut lui permettre de soustraire et de lui faire gagner peut-être 10 heures par semaine, on fait un pas vers le bon sens. La difficulté, je la ressens, c'est le manager. C'est-à-dire que le manager a besoin d'avoir
ses troupes autour de lui. Donc il faut qu'on avance dans cette réflexion, il faut que le numérique le permette, et il faut que l'accès par des ressources numériques, si le manager veut voir son collègue tout de suite, ça sera possible. Je distingue travail à domicile et travail à distance sur des structures transverses. Je pense qu'il ne faut pas que la personne s'enferme chez elle. Il faut qu'elle puisse aller dans des structures où elle retrouvera d'autres collègues d'entreprises ou d'entreprises différentes, dans des bâtiments où ils pourront trouver une vie, je dirais, sociale. Le travail à domicile, on risque d'enfermer les personnes, et ce n'est pas ma vision des choses. Donc vous dites, vous finalement, vive le coworking. Le coworking, avec des espaces dédiés. Tout avec des espaces dédiés, c'est-à-dire que les entreprises... Mais alors, qui va financer la charge? Alors c'est ça le problème, qui va prendre à charge ces lieux, ces tiers-lieux, comme vous dites? Eh bien, je dirais, les entreprises adhéreront à ces volumes, ces surfaces, en fonction de certains créneaux d'horaire. Il faut qu'on fasse le modèle économique. Il y a un intérêt que les entreprises vont diminuer leur capacité d'accueil dans leur siège. Ils vont donc diminuer leur volume. L'équation financière sera également différente. Louer des mètres carrés à Neuville ou louer des mètres carrés à la Défense, je pense qu'on doit regarder l'équation, elle doit être facilement équilibrée. Et puis, il faut que les collectivités participent à l'aménagement de cette vision-là. Je parlais tout à l'heure de petite enfance, d'avoir des sociétés qui permettent de faire de la garde d'enfants de crèche ou de permettre de restauration inter-entreprise. Tout ceci a des coûts qui sont mis en commun. On parlait tout à l'heure de mutualiser au niveau des collectivités. Il faut que les entreprises apprennent aussi à mutualiser ces... Donc c'est toute une réflexion finalement de l'ensemble de la société que vous proposez. On ne pourra plus prendre les transports en commun dans 25 ans. On ne pourra plus. Mais ça sera saturé. On voit bien, c'est bloqué. Si vous voulez, on est saturé. On ne va pas pouvoir faire des niveaux. On a fait 2 niveaux dans les trains. On ne va pas en faire 3 niveaux. On a élargi les portes, on a allongé les rames, les quais ne peuvent pas s'allonger inutilement. On ne pourra plus. Donc si demain, toutes les personnes qui prennent leur voiture voulaient prendre des transports en commun, on ne peut plus. Donc il faut qu'on raisonne différemment. Il faut qu'on raisonne. Alors vous dites qu'il ne faut pas faire comme les Japonais, construire des autoroutes sur les autoroutes ou des voies de rail sur les autres voies de rail. En étage, en fait. Non, vous dites qu'il faut créer des lieux mutualisés, et il faut que les chefs d'entreprise adhèrent finalement sur un système d'abonnement, comme un système d'abonnement par exemple. Bien sûr. Donc c'est une idée très originale en tout cas, mais c'est intéressant, parce que ça permet aux salariés de ne pas être tout seuls. Alors, pas être tout seul, et d'avoir des ressources numériques qui seraient partagées, performantes, que le salarié à son domicile ne peut pas avoir. Donc là, il y a un vrai débat. Alors, il y a un vrai débat. Alors, vous le proposez pour les entreprises privées, mais ça peut être valable aussi pour les gens qui sont fonctionnaires, dans les ministères, par exemple, qui vont à Paris. Bien évidemment. Donc, eux aussi, les ministères aussi pourraient mutualiser le travail à distance. Mais je m'adresse à tous ceux qui travaillent, privé, public, il n'y a pas de souci, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est une idée très originale. Et autre idée originale que je voulais aborder avec vous, c'est la voiture communicante. La Cergy est une terre d'innovation sur la voiture communicante. Oui, on a vraiment un potentiel d'un savoir-faire avec des entreprises qui travaillent dans ce domaine de la sécurité de véhicules embarqués. Et avec les étudiants, il n'y a pas de souci, ce vivier de compétences est bien présent. La voiture communicante, pareil, doit être intelligente, doit permettre de renseigner facilement le conducteur où sont les places disponibles sur un parking, doit être capable de renseigner la voiture quand on arrive sur un carrefour. Eh bien, si un véhicule qui arrive trop vite, ben, la voiture doit anticiper sur les mouvements de cette voiture qui arrive trop vite. Il y a également une réflexion sur les véhicules prioritaires. Il faut que les véhicules prioritaires puissent prendre la main sur la signalisation pour qu'elles puissent orienter les feux tricolores pour faciliter ce passage.
Donc la voiture elle est intelligente et elle communique. Elle communique avec d'autres véhicules qui permettront de faciliter le déplacement à l'intérieur de la cité. Elle sera intelligente certainement également en recevant des flux de trafic qui permettront d'orienter l'itinéraire d'une manière indirecte au niveau des GPS. On le voit bien, ça vient tout progressivement. Mais il faut qu'elle puisse cette force de précision. Nous avons des difficultés, je le disais tout à l'heure, pour les transports en commun. Nous avons des difficultés pour nous déplacer avec nos véhicules. Il faut qu'on trouve des moyens, des alliés à nos déplacements, des alliés pour nous garer, des alliés pour gérer notre sécurité. Et ça, évidemment, c'est important. Nous avons la vision à Cergy-Pontoise d'un campus international, donc il est certain qu'il y aura des compétences qui seront présentes dans les prochaines années grâce à l'arrivée d'étudiants du campus international. On a des entreprises qui sont là pour les recevoir et l'équation sera également résolue, des compétences, des entreprises, des idées, mais il n'y a plus qu'à faire le reste. Est-ce que vous êtes pour, alors Gilles Lecam, je rappelle que vous êtes maire de Neuville-sur-Oise, est-ce que vous êtes pour ce que mettent en place certaines communes, c'est-à-dire le partage de la route avec d'autres types de véhicules que la voiture, comme les trottinettes électriques ou des vélos électriques? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le partage des accès, oui. Partage de la route, c'est un petit peu compliqué au niveau juridique, c'est-à-dire que le fait de voir des personnes, aussi bien sur les trottoirs que sur la chaussée, sur des trottinettes ou sur des gyropodes ou des choses comme ça, sur les trottoirs, qui va avoir la priorité? Le piéton, le cycliste, la trottinette, la voiture. Donc il faut que l'on ait rapidement une réflexion de voies dédiées. Quand on voit déjà la difficulté qu'on a eue pour avoir des pistes cyclables spécifiques, là la chasse quand même au mètre carré de chaussée qui soit pour les automobiles et pour tous les moyens de déplacement sont à faire. La trottinette, on peut aller jusqu'à 25 km/h. Mais ça va très vite. Donc ça va très vite. Les moyens de freiner, je ne sais pas trop comment ça peut se passer. Sur des trottoirs, ça devient compliqué. Donc, et là, les personnes âgées sont en difficulté. Tout à l'heure, on parlait des personnes âgées, si on veut les maintenir à domicile, donc elles puissent se déplacer sur les trottoirs. C'est des moyens qui sont silencieux, elles ne les entendent pas venir, et c'est de nouveau dangereux. Donc oui, à ce moyen de déplacement, c'est évident, c'est une réponse à un moyen de se déplacer très rapidement, mais attention, il faut qu'on définisse un cadre juridique qui peut circuler là où il a le droit. Et puis sur quel espace peuvent-ils se déplacer? Bien sûr. C'est évident. Merci beaucoup Gilles Lecam pour toutes ces informations. On a appris beaucoup de choses grâce à vous. Alors, deux petites choses culturelles à signaler. C'est bientôt le salon de peinture et de sculpture. Oui, donc nous avons le vernissage samedi prochain, le samedi 16, où nous recevons deux invités d'honneur. L'une, une sculptrice qui est Maria Barbero, et puis la peintre Martine Delaleuf. Ce sont deux artistes de renommée internationale. Et ce salon nous permet aussi de faire rentrer 45 artistes du Val d'Oise ou voire de l'Île-de-France. Et c'est un très bon salon qui dure de samedi 16 mars jusqu'au dimanche 24 mars. Voilà, donc j'invite bien sûr une dizaine de jours. Tout le monde à venir. On peut se garer très facilement à Neuville, que vous veniez en trottinette ou en voiture. Merci beaucoup Gilles Lecam. Donc si vous voulez vous cultiver, rendez-vous au salon de peinture à Neuville-sur-Oise du 16 au 24 mars. On va tout de suite faire une nouvelle petite pause musicale et puis on revient avec vous dans quelques minutes. Et en plus, c'est les 150 ans de la vie. Ah, vous ne l'avez pas dit ça. Si vous avez froid, on ferme. Hein, non, j'ai pas froid, c'est bien ça air, c'est parfait. C'est par contre, c'est vous qui l'avez dans le dos. Vous êtes sûr? J'ai dit fermer, si elle veut fermer, elle fait comme chez elle.
Bon, on ne fait pas beaucoup de pauses musicales, évidemment, parce que Larissa est... Larissa, c'est long ou Dites-moi, pas? c'est long. Mais Parce qu'il y a un truc que j'ai oublié. Non, mais il faut... Parce que ça va, il faut que... J'y ai pas pensé, on aurait dû se téléphoner. Parce que c'est trop long, il faut que je pose des questions. Ah bah oui, vous pouvez. Donc il faut qu'on se... Ah oui, bah, moi en plus j'ai les questions déjà prêtes. Quels frais faut-il prévoir pour payer un billet alors, quels frais faut-il payer pour vendre un bien immobilier? C'est la première question. Voilà, Frais faut-il payer pour vendre un bien immobilier. Après, quels sont les frais d'agence pour vendre? Quels sont les frais d'agence pour vendre? Ah ben moi je suis en fait. D'accord. Le vendeur paye-t-il les taxes ou des frais collaborateur au sein de l'entreprise. Donc moi j'autorise Ça le travail. paye-t-il des taxes? Par exemple, notamment taxes ou des frais de notaire. quand il y a Bah, des bien sûr qu'il en paye. Le vendeur paye-t-il des frais de notaire? Voilà, les taxes ou des frais de notaire. effectivement des déplacements. Donc la fiscalité sur le Je pense qu'il faut se voir, bien sûr, pas toujours, mais quand même, puisse permettre ce travail à distance. Concernant Même votre sur des réunions, est-ce que je vous pense que posez des même si questions? c'était Est-ce que vous posez une réunion sur trois, physiquement on est là, moi je vois à la SNCF, moi j'avais 15 ans, on fait de la vidéoconférence avec des sites de Lyon, Nantes et Paris. Ça, on verra une autre fois, ça suffit, ça déjà. On verra ça une autre fois. Parce que quand je finis, je regarde, je pose une question. Oui, voilà. Mais bon, quand même, c'est sûr que des sujets Parce que le lundi, une fois par mois, c'est la chronique immobilière de Larissa et c'est aujourd'hui. Mais d'abord, je passe la parole. Ou alors non, comme ça, on ne va pas vous interrompre. On fait ça tout de suite. Comme ça, après, on n'interrompt pas Madame... Comme ça, je Tu rentres chez toi. Oui, parce que ça va pas, sinon si elle parle entre deux, c'est pas bon. Donc on le fait tout de suite, nous. Hein? On y va, Philippe? Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles Lecam, maire du village de Neuville-sur-Oise, de Nathalie Gravenitz, fondatrice et directrice générale de Victoria France, et de Philippe Petit, créateur de la société Affûteur de l'âme. Mais tout d'abord, comme tous les lundis, une fois par mois, c'est l'arrivée de Larissa Minoff pour une petite chronique, une grosse chronique immobilière. Alors aujourd'hui, on va parler vente et frais pour des biens immobiliers. Alors Larissa, bonjour tout d'abord. Quels frais faut-il payer pour vendre un bien immobilier? Alors, donc effectivement, lorsque vous vendez un bien immobilier, vous allez être amené à payer des différentes choses. Donc certains documents sont à présenter obligatoirement. Vous avez besoin de faire savoir que votre maison ou votre appartement est en vente, etc. Donc voici un tour d'horizon des différents frais à débourser lorsqu'on veut vendre votre logement qui est situé en France. Donc faire réaliser effectivement les diagnostics immobiliers. Donc avant de mettre en vente votre logement, vous devez le faire analyser sur différents points. Ce bilan sert à informer clairement les acquéreurs potentiels de l'état de votre maison ou de votre appartement. Il y a actuellement 10 diagnostics immobiliers obligatoires à fournir lors d'une vente. Certains d'entre eux peuvent ne pas vous concerner car ils dépendent de l'emplacement ou de la caractéristique de votre logement, surtout l'année de construction. Le coût de chaque de ces diagnostics varie en fonction du type de bien et du professionnel d'un professionnel à l'autre. Pour les diminuer, vous avez tout intérêt à faire appel à un diagnostiqueur qui vous propose un prix forfaitaire pour l'ensemble de ces documents et à faire jouer la concurrence en demandant plusieurs devis pour vos diagnostics. Le prix total commence entre 200 et 300 euros pour un petit appartement et s'élève parfois à plus de 1000 euros pour une maison. Attention, certains diagnostics comme le DPE, le diagnostic de performance énergétique, sont à faire avant la mise en vente. Il est préférable de faire réaliser ces diagnostics avant la mise en vente, puisque depuis le 1er janvier 2011, le diagnostic de performance énergétique doit être présenté dans toute annonce immobilière. Alors on a bien compris, Larissa, il y a 10 diagnostics immobiliers à faire lorsqu'on veut vendre un bien immobilier et il vaut mieux prendre un forfait plutôt que de les payer les uns après les autres. Seconde question, quels sont les frais d'agence ? Alors effectivement, donc si vous désirez avoir recours à une agence immobilière pour réaliser votre vente, celle-ci prendra des frais d'agence qui sont généralement varient qui varient entre 3 et 10%. Donc par contre, juste une petite précision, en France, une agence immobilière n'est rémunérée que
si elle vous trouve un acquéreur. Cela veut dire en fait que vous ne payez rien tant que votre logement n'est pas vendu. Bien sûr, merci Larissa. Alors, autre question. Le vendeur paye-t-il des frais de notaire ou des taxes? Alors, donc, effectivement, donc l'État et les collectivités locales perçoivent différentes taxes sur chaque transaction immobilière. C'est le notaire qui s'en charge de les collecter dans ce qu'on appelle maladroitement les frais de notaire. Dans tous les cas, c'est l'acheteur qui paye les frais de notaire et non le vendeur. Donc, vous n'êtes pas donc concerné directement par cela lorsque vous vendez un logement ou un terrain. Cela fait partie des frais pour l'achat d'une maison ou d'un appartement. Concernant par contre la fiscalité sur la plus-value immobilière, en revanche, si vous vendez votre bien immobilier plus cher que vous ne l'avez acheté, vous réalisez une plus-value immobilière. En fonction de la nature de votre bien, de sa durée de détention, vous allez payer ou non un impôt sur ce qu'on appelle en fait la plus-value immobilière. À ce jour, les plus-values sur la vente de votre résidence principale sont entièrement exonérées de l'impôt. En revanche, si vous vendez une résidence secondaire, un investissement locatif ou un logement vacant, vous devrez payer une taxe si vous réalisez une plus-value. Attention, depuis 2013, certaines choses ont changé à ce sujet. Il y a notamment une surtaxe sur les plus-values importantes. De plus, la fiscalité sur les terrains à bâtir va se durcir forcément. Juste concernant le remboursement de la TVA, dans certains cas, la vente d'un bien immobilier peut entraîner un paiement de la TVA. Il s'agit des situations bien particulières, ce qui ne concerne que la première revente d'un logement neuf, 5 ans avant sa date d'achèvement. Donc, la vente d'un bien acheté sur plan et non encore livré, aussi appelé achat en VFA. Des frais de mutation dans certaines copropriétés. Donc, effectivement, quand il y a un lot dans une copropriété qui change, donc vous pouvez avoir des frais entre 160 et 600 euros. Effectivement, quand vous êtes lors des AG, négociez ces frais de mutation avec votre syndic. Merci beaucoup Larissa. Je rappelle quand même que quand on vend un mobilier, il y a aussi un état daté que le vendeur par contre lui paye, qui est l'état daté qui est à payer au syndic qui gère l'appartement. Effectivement, et voilà. donc on parle de l'article 20, effectivement, qui permet de transmettre au notaire la situation financière du copropriété voilà, du vendeur. Qui permet quand même de tout savoir à l'acheteur. Merci beaucoup pour cette chronique informative, Larissa Minoff. Tout de suite, on va passer à notre second sujet du jour. Eh bien, on va parler bijoux fantaisie haut de gamme avec Nathalie Gravenitz. Alors, Nathalie Gravenitz, vous étiez juriste de formation, vous êtes une ancienne avocate au barreau de Bruxelles. Pourquoi tout d'un coup changer de métier? En 2009, la révélation, et vous devenez entrepreneuse, vous fondez Victoria France. Alors effectivement, en fait, quand j'étais avocat au barreau, je me suis beaucoup occupée de PME. Et à un moment, j'ai eu envie de sauter le pas et de me lancer dans les affaires, comme on dit. Et j'ai d'abord dirigé une société en Belgique qui était active dans l'organisation de foires. Et puis j'ai cédé mes parts. Et puis j'ai effectivement, je savais que Victoria, qui était une société belge à la base, avait des velléités de développer la France. Je suis allée voir la fondatrice. Et je lui ai dit, je lui avais évidemment préparé un plan de développement que je lui ai proposé et sur lequel elle a marqué son accord. Et j'ai donc débuté ce développement en Bretagne. Alors, c'est un endroit particulier pour le développement d'une entreprise, mais puisqu'en fait, on travaille dans la vente directe et la vente directe nécessite un réseau et que j'ai une seconde résidence en Bretagne, et bien je suis allée là où j'avais un réseau. Et j'ai commencé par contacter ma voisine et les femmes des artisans qui étaient venues faire des travaux chez moi. Voilà, c'est comme ça que vous avez démarré Victoria France, en fait, chez vous, à votre domicile en Bretagne. Exactement. Avec finalement vos voisins, vos voisines. Parce que là, tout se fait chez Victoria France par la vente directe. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, la vente directe, c'est un réseau de distribution important en France, puisqu'en fait, ça représente quand même 4 milliards de chiffre d'affaires et 700 000 emplois. Le principe de la vente directe, c'est quoi? C'est que vous allez faire en fait une réunion chez une dame qu'on appelle une hôtesse qui va elle-même inviter ses amis, notre conseillère ou vendeuse, enfin selon les sociétés, elle porte des noms différents, va présenter la collection de bijoux et prendra les commandes qui seront livrées sous quinzaine. Alors donc vous recrutez en ce moment, pour cette année, vous envisagez de recruter 3000 délégués, c'est énorme.
Oui, c'est effectivement, mais c'est inhérent à notre activité parce qu'en vente directe, puisqu'en fait, c'est souvent un complément de revenu. On a une rotation normale, il y a des gens qui arrivent, qui partent. Bien que chez Victoria France, on a de la chance parce qu'en fait, les personnes restent 26 mois alors que la moyenne nationale est en dessous d'un an. Donc, c'est qu'elles sont fidèles à la marque et prennent, je pense, beaucoup de plaisir à vendre les bijoux. Et donc, ce qui fait qu'on a une plus longue période les personnes travaillent plus longtemps chez nous que dans d'autres sociétés. Alors, quel est le statut d'une personne qui est en vente directe? Alors, en vente directe, c'est un statut qui s'appelle le statut VDI. C'est unique en Europe parce que ça n'existe qu'en France. Ce statut n'existe pas dans les autres pays européens. Et c'est un statut qui est hybride parce que d'une part, en fait, si vous voulez, nous cotisons à l'URSSAF, mais uniquement pour la retraite et l'assurance maladie invalidité, pas pour le Pôle emploi. Et donc, ce sont des personnes qui sont, donc, nous prélevons pour l'URSSAF. Par contre, elles sont taxées comme des indépendantes d'un point de vue fiscal. Ah, d'accord. Donc, c'est un statut d'indépendant. Donc, ça veut dire que si je veux devenir vendeuse directe, il faut que j'aille m'inscrire, je ne sais pas, à la Chambre des métiers ou... Alors, pas du tout, parce qu'en fait, justement, ce statut permet de commencer directement. Il y a évidemment une déclaration qu'on appelle POI à faire pour pouvoir vous déclarer auprès des institutions françaises. Mais sinon, il n'y a aucun prérequis et vous pouvez commencer immédiatement comme VDI et l'entreprise s'occupe en fait de faire les Vous démarches. occupez de tout? Vous devez faire une déclaration, mais nous nous occupons de tout le reste, de prélever, de payer à l'URSSAF toutes les cotisations une fois par trimestre. Alors, vous avez dit très justement que les vendeuses ou les vendeurs de vente directe chez Victoria France restent plus de 2 ans en activité. Bah oui, parce que vendre des bijoux, c'est quand même agréable. Expliquez-nous un petit peu comment ils sont fabriqués les bijoux, où sont-ils dessinés? Est-ce qu'il y a des choses qui sont créées ici en France ou est-ce que tout est fait en Belgique? Alors, Victoria France fait partie d'un groupe, la maison mère est en Belgique, donc en fait c'est au niveau du groupe que se décide tout ce qui concerne la marque, la charte graphique, le catalogue, la collection. Donc nous en fait, au niveau de Victoria France, nous nous occupons principalement du développement du réseau, mais bon, on a quand même beaucoup de succès puisqu'on a commencé le développement en 2010 et aujourd'hui dans le réseau nous avons 7700 personnes qui sont... pas toutes actives tous les mois, on a à peu près 52% d'actifs, mais qui en fait font soit une vente tous les 2 mois ou une fois par mois, puisqu'en fait l'avantage de cette activité aussi, c'est que vous pouvez travailler à temps choisi et vous faites votre propre programme en fonction de vos autres activités. Nous avons à peu près 88% de personnes qui sont en complément de revenu. D'accord, oui, donc c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et 98% de femmes. Et 98% de femmes. Et il y a quand même 2% d'hommes. Oui, il y en a quelques hommes. On essaie d'en recruter un peu plus. Mais bon, voilà. Ah, il faut développer une gamme de bijoux masculins. On a une gamme, hein, puisqu'on a en fait des bijoux enfants, des bijoux hommes et des bijoux femmes. Mais c'est vrai que la majeure partie du catalogue, ce sont évidemment des bijoux femmes. Mais on a effectivement... Alors comment on fait pour passer en même pas 7 ans, oui, pour passer à 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que vous partiez d'un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros finalement? C'est ça, parce qu'en 2010... Eh bien écoutez, il y a eu plusieurs facteurs à ce succès. Il y a d'abord évidemment la collection, qui est une très belle collection, qui avait déjà fait ces maladies, puisqu'en fait la Belgique l'avait déjà testé avant nous. Je pense c'est vrai que ce sont des très beaux bijoux. J'ai regardé le catalogue sur internet. Ouais. C'est des bijoux vraiment haut de gamme. Alors voilà, c'est de la fantaisie haut de gamme. On a 2 ans de garantie sur tous les bijoux. Le prix moyen est de 40 €, donc effectivement on peut toucher une grande partie de notre clientèle. Alors il y a aussi des valeurs. Chez Victoria, je suis très attachée aux valeurs et l'humain est vraiment au centre de nos préoccupations, au centre de nos préoccupations, et je suis très attachée au fait que les collaborateurs, qu'ils soient sur le terrain, donc les VDI, ou au siège, viennent au bureau avec beaucoup de plaisir plutôt que de venir avec la boule au ventre comme parfois dans certaines entreprises. Alors comment ça se passe justement pour ces vendeurs? Vous dites que vous êtes une société finalement humaniste, hein, c'est ça qu'on comprend dans vos propos. Est-ce que quand on fait de la vente, il faut venir à des réunions régulières ou tout se passe à distance?
Et finalement, vous déléguez par les voies du numérique permettent justement la délégation de... Alors, c'est un mélange de tout. Il y a 7700 vendeuses, mais le réseau est divisé en 3 niveaux. Donc, il y a au niveau central ce qu'on appelle des chefs de groupe. Là, ils sont 380. Et puis, des responsables de secteur. Ils sont, parce que nous avons un homme, je vais garder le masculin, ils sont 31. Et donc, c'est en fait, évidemment, une proximité qui est importante, puisqu'il n'y a aucun investissement à faire. La collection est prêtée gracieusement à toutes les personnes qui veulent commencer chez Victoria. Et pour pouvoir gérer évidemment ces collections, il faut qu'il y ait une certaine proximité. Et donc les chefs de groupe, qui sont donc les 380 personnes qui se trouvent donc chez Victoria France, gèrent entre 5 et 50 personnes. Mais donc elles sont à proximité, ce qui permet de former les personnes, de les accompagner, de les aider, de les accompagner surtout pour leur première démonstration. Donc tout se fait en région finalement proche de son domicile, de là où on habite. Tout se fait en région proche de son domicile. Alors il y a évidemment des grands rassemblements, comme au début du mois de janvier, le premier dimanche du mois de janvier, on présente la nouvelle collection. Et puis, il y a beaucoup d'incentives, de challenges à gagner, avec des cadeaux, des voyages à la clé, ce qui fait que je pense que c'est aussi un des facteurs, enfin un des éléments qui fait que nous avons que c'est agréable de travailler pour Victoria France. Oui, voilà. Et dites-nous alors un petit peu la tendance de la consommation des bijoux. Qu'est-ce qui, en ce moment, plaît aux Français? Alors, ce qui plaît aux Français, ce sont des bijoux un peu plus fins. On a rajouté cette année-ci, parce que c'était une demande forte de nos clients, de la couleur, un peu de tropical avec des feuilles oui, c'est surtout la couleur qui était une demande principale par rapport aux tendances. Et comme nous sommes très à l'écoute, que ce soit de nos collaborateurs ou de la clientèle, eh bien, on a effectivement fait un nouveau catalogue cette année-ci qui plaît énormément et on a eu de très très bons retours de la part de nos clients. Alors, qu'est-ce qui plaît? C'est plus les colliers, les boucles d'oreilles, les bagues? Qu'est-ce qui se vend bien? Alors, pour chaque catégorie de bijoux, on a évidemment des tops, mais ce sont les colliers et les boucles d'oreilles. Les bracelets peut-être un peu moins au niveau des quantités, mais il y a des bijoux par exemple qu'on vend à plus de 10 000 pièces sur une année. L'année dernière par exemple, on a vendu presque 2 millions de bijoux sur l'année 2018. Donc oui, donc c'est un gros marché. Oui. Mais le bijou a changé de statut, évidemment, comme ce ne sont pas c'est pas de la joaillerie, c'est plus devenu un accessoire de mode et on a envie, une fois qu'on se change, eh bien, adapter la parure qu'on va porter avec son look par rapport à ce qui se passait dans le temps. On n'a plus ces bagues qu'on mettait d'ailleurs au coffre parce qu'on avait peur de les porter, donc c'est plus devenu vraiment un accessoire de mode. Est-ce que c'est toujours la mode de mettre des bagues à plusieurs doigts? Alors, on en a encore cette année-ci, c'est un peu passé de mettre... à plusieurs doigts, oui, ça oui, certainement. C'est parce que je pensais que vous vouliez qu'on avait eu des bagues où on devait mettre 2 doigts en même temps. Donc ça c'est un peu... on en voit un peu moins maintenant, mais c'est sûr que les personnes mettent des bagues à plusieurs doigts. À plusieurs doigts, ça c'est toujours la mode. De même que plusieurs colliers et beaucoup de bracelets. Et plusieurs colliers longs, c'était la mode des colliers longs. Est-ce que c'est toujours la mode des colliers longs? C'est toujours la mode des colliers longs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer... Alors, vous êtes basé à Roubaix, il faut dire. Hein, donc, comment on fait pour gérer donc, toute cette entreprise depuis Roubaix sur toute la France? Alors, j'ai une super équipe au bureau, avec beaucoup de personnes très investies et concernées. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Bon, je suis, comme je vous disais tout à l'heure, très attachée aux valeurs et au bien-être des personnes. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que les personnes qui travaillent chez Victoria sont très enthousiastes, toujours très impliquées. Et donc, on est 46 au siège. Il y a une équipe logistique, puisqu'il doit préparer les commandes, à peu près 25 personnes. Et puis, l'autre partie, c'est toute l'équipe, le DAF, l'équipe commerciale et l'équipe de formation, puisqu'en fait, comme je vous expliquais, on forme des personnes, il n'y a aucune formation à payer, tout ça est assuré par l'entreprise. Et avec les valeurs, des règles et un cadre bien défini, eh bien, nous arrivons à gérer, on est arrivé d'abord à gérer cette croissance et puis à poursuivre notre aventure
comme je vous le disais, qui est une aventure humaine avant tout. Bien sûr, mais alors justement, avec l'arrivée de l'Internet et la prise de la commande par Internet, quel est le pourcentage entre la vente directe et l'achat direct par le site Internet? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'achat sur le site Internet parce qu'en fait, nous voulons protéger notre réseau parce qu'en fait, ce sont nos vendeuses, nos conseillères qui font les efforts de trouver des hôtels chez qui aller. Et donc, il n'est pas question pour nous de vendre par Internet. Par contre, on leur donne des outils digitaux pour leur faciliter la tâche. En fait, c'est ce que je dis toujours. Tout ce qu'on fait au niveau du siège, c'est d'aider les conseillères à pouvoir exercer leur activité et faire en sorte qu'elles prennent beaucoup de plaisir. Donc vous, finalement, le virage Internet, vous ne voulez pas le prendre directement? Ah non, non, je n'ai pas dit que je ne voulais pas prendre le virage Internet, je dis simplement, enfin, je prends le virage digital, mais en tous les cas, je ne prends pas le virage, il n'y a pas de vente de Pas de vente directe, ni sur des grandes plateformes? Non. Aucune. Non, donc vous ne voulez pas participer à la réussite des GAFA, finalement? On veut exactement. Non, mais moi, je veux surtout que l'humain reste au cœur de notre activité et nos conseillers font un travail admirable et remarquable sur le réseau et c'est pas pour... Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux voir un bijou avant de l'acheter plutôt que de l'acheter sur photo. Et puis, il faut l'essayer, oui, voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Nathalie Graveny. Je rappelle que vous êtes la directrice générale et la fondatrice de Victoria France. Donc, je rappelle que ce sont des bijoux fantaisie haut de gamme. Alors 3000, il y avait le salon là au mois de fin janvier, le salon de la vente directe. Est-ce que là vous avez pu déjà commencer à recruter? Ah oui, nous avons déjà recruté depuis, j'ai pas encore les chiffres du mois de mars, mais nous avons déjà recruté plus de 300 personnes depuis le début de l'année. Et j'espère qu'on va poursuivre pour atteindre notre objectif de Alors, si on veut vous rejoindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut vous contacter? Alors, on peut nous contacter via le site www.victoria-france.fr ou en nous téléphonant au 03 20 directement au siège de Roubaix, en fait. Au siège de Roubaix. Voilà, et puis comme ça, en même temps, on va voir le site internet et on va voir le catalogue des bijoux sur internet. Merci beaucoup. Peut-être dernière question avant qu'on passe la parole à notre invité et qu'on change de sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour un gestionnaire d'entreprise pour faire un succès? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Eh bien, moi, je dirais qu'il faut investir dans l'humain. Pour moi, l'humain est la plus grande valeur de l'entreprise. Voilà, vous, c'est ça la clé de la réussite. Oui. Investir dans l'humain. Il faut évidemment un produit, mais le produit, donc, je m'en suis pas occupée comme j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer, mais moi, j'ai énormément investi dans l'humain. Oui, parce que vous avez déjà tout ce qui est produit, recherche et développement qui est fait à Bruxelles. À Bruxelles, et donc moi, je me suis occupée du développement du réseau. Donc, surtout le côté commercial, en fait. Oui, et surtout avoir des valeurs et d'avoir un cadre pour que les gens se sentent en sécurité quand ils exercent leur activité pour leur permettre de le faire vraiment en prenant du plaisir. Voilà, et grâce à vous, et c'est vrai qu'on pense Internet, numérique et grandes plateformes, grâce à vous, on comprend qu'une réussite commerciale peut se faire aussi en dehors des grandes plateformes. Tout à fait, oui. Et c'est très convivial, ça permet d'avoir des contacts. Il y a des personnes qui rentrent chez nous et qui nous disent j'ai envie de sortir de chez moi, et c'est la raison pour laquelle elles viennent. Parce qu'en fait, il faut être majeur, bien sûr, mais on a des personnes qui travaillent, qui ont 18 ans minimum, et puis qui travaillent jusqu'à 98 ans. Oui, enfin ça, on peut toujours, effectivement. On en a eu. Donc même des retraités peuvent venir, c'est ça que vous voulez dire, vous pouvez faire appel à des retraités qui peuvent venir compléter leur retraite. Leur retraite en ayant un complément de revenu également. Voilà, merci beaucoup Nathalie Gravenitz. On va faire tout de suite une nouvelle pause musicale et puis on va passer la parole à notre start-up du jour, représentée par Philippe Petit. On va oublier son numéro de téléphone pour le faire. C'est pas grave. Ça, c'est en Bretagne, vous êtes où? Je suis quasiment à la pointe du Raz, je suis au bout du bout. Au bout du bout? Au bout du bout. Il y a de la musique là? Qu'est-ce qu'on passe? D'accord. Ah oui, mais... Non, c'est quoi? Eddie de Pretto, d'accord. Les origines sont entre l'Aveyron et le Morlaix. D'accord, je vois, oui. Et maintenant, c'est plutôt la communauté sur la... Ah oui, je vois aussi. Merci de m'avoir sauvé pour mon numéro. C'est normal. Et avant, tu as passé quoi? C'était quoi juste avant? C'était Panique at the Disco. Ah oui.
la personne. Ah oui, non, mais ça, moi, je suis... Oui. Moi, je trouve qu'on Est-ce que vous vouliez poser des questions? Est-ce que vous voulez lui poser une question avant qu'on... Non, j'ai tout compris. Et vous, monsieur Lecam, vous voulez J'ai lui travaillé poser 35 ans dans le commerce. Non, j'ai compris. C'était peut-être sur la partie conception des bijoux, je ne sais plus. Oui. Mais J'aurais bien aimé. Elle sait Oui. pas, vous êtes pas... En fait, si, il y a une équipe de Bien sûr. dessinateurs, etc. Mais bon, mais je dois bien dire que je ne m'en occupe pas. Non. Je découvre... Mais tout est fait à Bruxelles? Oui, tout est fait à Bruxelles, il y a une équipe de... Et après, c'est fabriqué où? Ah, c'est fabriqué en Asie. Ah, c'est en Asie. Ah. Les méchants. Mais oui, c'est sûr, mais je veux dire qu'à ce prix-là, pour avoir un prix de vente, bon... Moi, Moyen. quand on nous pose la question, je réponds toujours honnêtement, parce que je suis plutôt pour la transparence. Mais parce qu'en fait, on a des concurrents qui nous disent qu'ils achètent en France, on les achète à des grossistes qui Oui, eux-mêmes... là, c'est le Faut jeu. fabriquer c'est le là-bas. jeu, Ouais. donc. Mais non, mais c'est impossible. À ce prix-là, c'est impossible de le faire ici. Par exemple, pour sertir une pierre, ça coûte 1,50 € en Espagne ou en Italie. Et on a des pierres, on a des vagues avec 70 pierres, donc rien que le coût du Ah oui. sertissage. 70 €, oui. Ou même minimum 100 €. Et comme on a un prix nous, moyen de 40 €. Par contre, on donne de très très belles commissions du coup, au réseau, parce que sur le chiffre d'affaires, il y a 39% qui va au réseau. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc vraiment, ce qui est fantastique, c'est qu'on a sorti des personnes de difficultés, donc sur le plan social, on a un véritable rôle social qui est très important. Et moi, c'est ça qui me fait lever le matin. C'est pas les millions qu'on fait, Oui. mais bon, il faut les faire. Parce On que y ça retourne fait- là parce que Pardon. l'heure passe. Non, je vous en prie. Sur IDFM, au bar de l'économie, au niveau musical, aujourd'hui, on vous a passé Giant, le nouveau titre de Rag & Bone avec Calvin Harris. On vous a passé Panic at the Disco. Et puis là, c'était Eddie Depréto. Sur IDFM, au bar de l'économie, je suis toujours en compagnie de Gilles Lecam, maire de Neuville-sur-Oise, de Nathalie Gravenitz, fondatrice et directrice générale de Victoria France, qui nous a ajouté pendant la pause que tous les commerciaux eh bien, ont un pourcentage de 39% sur le chiffre de vente qu'ils font, puisqu'il y a aussi des hommes qui vendent des bijoux. Et tout de suite, on va passer la parole à Philippe Petit, créateur de la société L'Affûteur de l'âme. Alors, vous, ça fait 2 ans que vous avez créé cette start-up, on peut dire. Vous avez choisi de créer une activité d'artisan. Vous avez complètement changé de métier. Philippe Petit, expliquez-nous un peu ce changement, ce volte-face, j'allais Alors, dire. Je pense que comme beaucoup de personnes arrivent à un certain âge, on a des choses enfouies en nous et on souhaite plutôt s'orienter vers des choses plus profondes qu'on pouvait avoir. Et c'était mon choix à un moment donné. Bon, un licenciement a fait que, de toute façon, le choix était un peu imposé au départ. Voilà, vous êtes retrouvé au chômage tout d'un coup. Exactement. Et à ce moment-là, j'ai choisi finalement de faire une reconversion dans un métier de l'artisanat, puisque j'étais plutôt bricoleur. J'aimais l'artisanat. Donc c'était une voie pour moi afin de répondre finalement à des choses qui étaient enfouies en moi depuis longtemps. Mais vous aviez quand même, avant de créer donc les Affûteurs de l'âme, Oui. enfin l'Affûteur de l'âme, Oui. vous avez recherché quand même un travail de salarié. Non, pas du Même tout. pas. Non, pas du tout. J'avais 35 ans d'expérience dans différentes sociétés. J'ai fait de la cosmétique pendant 20 ans. J'ai fait 15 ans dans l'univers de l'éclairage à différents postes occupés, chef de vente. J'ai même fini, mon dernier poste, c'était un poste de directeur commercial dans une petite PME. Parce que c'est très apprécié, les directeurs commerciaux, vous auriez pu Oui, retrouver. mais en fait, j'avais pas du tout envie finalement. Je crois que si on peut faire des choix à un moment donné, mes choix étaient rapidement faits. Je souhaitais vraiment faire autre chose. Et en plus, j'ai eu une émission qui m'a vraiment parlé, puisqu'elle parlait des vieux métiers, dont le métier de rémouleur. Et bon, je pense que tous les gens qui ont au-dessus de 50 ans ont connu ce métier dans leur jeunesse, ou même encore, puisqu'il y en a quelques-uns encore, qui sont dans les rues avec leurs cloches et leurs meules. Et donc, moi, ça m'a parlé. J'ai fait quelques recherches et j'ai dit qu'il fallait peut-être finalement ce métier le remettre un petit peu plus au goût du jour, le moderniser un petit peu. Et puis toute la partie commerciale, je l'avais en moi, donc je pouvais, après, j'étais juste dans l'attente de faire une formation afin de maîtriser le sujet de l'affûtage, les outils tranchants. Voilà. Alors justement, donc vous aviez dit les mots justes, on appelle ça un rémouleur finalement. C'est un artisan affûteur de couteaux et de lames. Oui. Et vous jouez avec le mot lame parce que vous l'écrivez L''A accent circonflexe ME. Oui, alors, il y a une raison quand même, parce que finalement il y a l'âme du rémouleur, il y a l'âme des vieux outils. Il y a quand même une profondeur aussi, c'est ce que je recherchais. C'est d'avoir aussi un métier qui soit authentique, mis à part bien sûr qu'on fait toujours du commerce, soit,
mais c'est vraiment différent. Vous travaillez avec vos mains, vous donnez une résultante avec vos mains, et c'est vraiment une autre approche que de faire juste du business pour faire du business. C'est un peu différent, quoi. Pour moi. Alors, à qui, parce qu'on ne sait pas en fait, qui est susceptible de faire affûter ces lames, donc ces couteaux ou ces ciseaux, j'imagine? Alors aujourd'hui, je m'adresse à une grosse partie de ma clientèle. J'ai commencé par faire du professionnel. Donc les professionnels sont tous les métiers de bouche, donc les restaurateurs, les bouchers, les charcutiers, les poissonniers. On a aussi après toute la partie coiffeur, donc des ciseaux japonais, vous avez les retoucheurs, vous avez les toiletteurs, après vous avez aussi tous les gens du paysagisme qui ont besoin de faire affûter leurs outils. Vous avez les particuliers, donc ça c'est un deuxième segment. Le deuxième segment, oui, le C'est particulier, ça. bien Donc sûr. ça, c'est quelque chose que j'ai attaqué un peu plus tard. J'ai commencé par des professionnels. En plus, je suis quand même maintenant assez connu dans le Val d'Oise, puisque bon, j'ai une activité qui est quand même très locale. Le Val d'Oise et un petit peu d'Île-de-France et un petit peu de Soissons. Mais j'essaie de rester dans ce secteur-là et répondre surtout à des besoins qui sont existants, puisque les gens, finalement, on a tous eu ce souci à un moment donné de prendre son couteau dans sa cuisine, et quand on a de la famille, et en fait on a notre viande qui est là, et il y a rien qui coupe, on en choisit un, puis un autre, puis finalement ça ne coupe jamais. Donc l'idée finalement c'est de se dire, il faut peut-être faire affûter ou utiliser ces couteaux par un professionnel, le besoin est là, et les professionnels ont vraiment besoin, eux, d'avoir des outils affûtés correctement, afin de finalement désosser de la viande, ou bien couper autre chose. Un coiffeur est obligé de faire affûter ses ciseaux au moment donné. Un toiletteur, c'est idem. Donc voilà. Donc il y a un vrai besoin existant et il n'y avait plus trop de gens capables de répondre à ces besoins. En plus, moi j'ai un atelier mobile, donc j'ai un camion mobile. Je peux venir directement sur place devant leur boutique ou bien chez un particulier, me déplacer et me mettre devant chez lui. Et travailler en autonomie. Ça coûte combien d'investir dans un camion? Vous avez racheté une affaire? Comment vous avez fait? Vous avez construit ce camion de A à Z? Alors, d'abord, j'ai fait cette formation, comme je vous l'ai dit, afin de bien maîtriser le sujet, puisque, en fait, si vous voulez, les outils tranchants, il y a quand même des règles établies sur les angles, sur la façon de faire, la façon de travailler un outil. Donc ça, c'était le premier point que je devais vraiment maîtriser. Ensuite, j'ai acheté un camion vierge d'occasion. J'ai fait totalement équipé à l'intérieur, à la mesure, avec des hauteurs pour pouvoir mettre mes machines-outils et pouvoir surtout travailler dans un confort. J'ai mis tout un système d'éclairage et une autonomie électrique qui me permet finalement n'importe où de pouvoir me poser. On me donne les outils et je réponds tout de suite à la demande du client et immédiatement je lui rends ses outils. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, si on a besoin de faire aiguiser ces outils, donc je rappelle que vous êtes installé en Val d'Oise. Oui. Comment on fait? On vous contacte? Alors, comment? Soit on peut me contacter par mon site internet www.affûteurdeLame.com ou sur mon téléphone portable. On peut voir aussi sur mon site internet. En même temps, je pourrais le communiquer aussi, je pense. Donc voilà, tout simplement, on me contacte, je prends rendez-vous et je me déplace chez ces personnes. D'accord, tout simplement. Je fais un petit point avec eux quand même en amont sur les outils qu'ils ont affûtés, parce que souvent j'ai des rendez-vous. Et en fonction du nombre d'outils affûtés, le type d'outils affûtés, je sais à peu près le temps que je vais passer sur place. Bien sûr. Et voilà. Ça coûte combien de faire affûter ces lames? Je dirais que ce sera en fonction d'outils. Donc la réponse... un couteau de cuisine, par exemple. Un couteau de cuisine, on va dire une moyenne, c'est 5 €. 5 €. Pour les grands, enfin, c'est les couteaux qui ont des lames au-dessus de 20 cm même. Après, 5 € au-dessus de 20 cm. Ouais, si c'est un petit, c'est pas pareil. Non, sur les prix sont différents. Ça passe beaucoup plus de temps en fonction de la longueur et de l'outil. C'est vrai qu'avant, on avait un affûteur, un rémouleur qui venait au marché d'Anguin une fois par mois, et c'est vrai qu'il ne vient plus, il a cessé son activité. Et c'est vrai que ça manque de pouvoir, comme ça, on savait que, tiens, tel jour, on pouvait apporter ses couteaux. Alors, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je fais les marchés, je fais le marché de Saint-Leu, je fais le marché d'Hermont, je fais aussi le marché d'Hermont, Saint-Leu et Herblay. Alors, donc si on veut vous rencontrer, il faut aller sur ces marchés-là. Oui, ou devant. Après, j'ai des endroits fixes, comme une fois par mois devant le Truffaut gamme vert, les Truffauts ou les gammes verts. Les gens pourront voir sur mon site internet, tout est expliqué, parce que j'ai quand même pas mal d'endroits fixes le samedi où les gens peuvent m'amener leurs outils. Et j'ai aussi mis en place quelque chose d'intéressant, c'est chez les bouchers, il y a des bouchers qui sont dépositaires. C'est-à-dire qu'on peut laisser ses outils chez le boucher. C'est une bonne technique. Avec un petit flyer à l'intérieur, ils ont tous les tarifs. Ils déposent leurs outils pour un montant minimum qui est 25 €, tout confondu en termes d'outils. Ils déposent leurs outils, une semaine après, je récupère leurs outils. Ils récupèrent leurs outils tout simplement. Et donc là, au bout de 2 ans, vous êtes content, vous arrivez à sortir un salaire? Alors, de toute façon, là, j'arrive sur ma 2e année, effectivement. Bon, jusqu'à présent,
J'avais une prise en charge qui avait été faite par Pôle emploi. Mais je vais pouvoir effectivement me sortir un salaire. Mais en fait, le salaire, si vous voulez, je ne vais pas dire que ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'était d'avoir du plaisir à me lever le matin, du plaisir à me dire j'aime ce que je fais. Hein, et après, le reste, de toute façon, je pense que ça vient. Il faut commencer, je pense, déjà dans son esprit. Si on est capable de le faire ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt satisfait déjà de ça. Voilà, donc on peut dire 2 ans d'investissement finalement. 2 ans d'investissement finalement pour que ça devienne rentable. C'est ça, en fait. 2 ans d'investissement, plus, si vous voulez, l'investissement du départ, le camion, l'aménagement intérieur, etc., etc. Oui, ça coûte quand même une petite somme. Il y a un montant à mettre. Merci beaucoup. Donc Philippe Petit, je rappelle que vous êtes l'affûteur de lames. Si on veut vous contacter, eh bien soit chez les bouchers, on peut déposer ses lames, certains bouchers. Sinon, on va sur votre site internet, l'affûteur de lames. Merci à vous 3 pour votre présence ce matin. Notre émission va s'achever. Moi, je vous retrouve mercredi. Demain, eh bien, c'est encore les vacances pour Jacqueline Voraz. Elle sera de retour mardi prochain. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous mercredi et toute la semaine d'ailleurs. À mercredi. Bonne journée à tous. Il y a moyen de faire une photo, excusez-moi. Oui, au contraire, profitez-en. Ouais. Ça serait, comme ça, je pourrais le mettre sur Titi, c'est un copain, moi. Voilà. C'est un ami. On est assez...